On faisait du maraîchage un peu, mais j'ai toujours fait des semences depuis que j'étais petit en fait. Ça fait plus de 50 ans. Et depuis 20 ans avec ma femme Rachel. Et du coup, en fait, il y a à peu près 30, 35 ans, 40 ans, je me suis dit quand même, c'est parce que je cultivais surtout des légumes, je me suis dit c'est quand même bizarre que les plantes qu'on appelle des mauvaises herbes actuellement, la plupart, c'était en fait des légumes au Moyen Âge. Et que maintenant, elles sont tellement résistantes que même quand on veut s'en débarrasser, on n'y arrive pas. Donc je me suis dit que ça serait bien si les légumes cultivés actuellement pourraient être aussi résistants que ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Donc du coup, je me suis dit, en fait, voilà, il suffit de ne pas les soigner. Et puis, de génération en génération, elles vont devenir aussi résistantes. Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, les plantes sont devenues... À la base, en fait, je pensais surtout aux résistances aux maladies comme le mildiou et tout ça. Et ça a marché, même très bien. Mais là où j'ai commencé à être connu, c'est parce que pendant un moment, je cultivais vers Aurillac, là à côté où sont mes parents. Et puis je suis revenu dans l'Hérault, à côté de l'Odève, entre l'Odève et le lac du Salagou, dans des terres de garrigues où il poussait rien. Et certaines terres, c'était des anciennes vignes. Mais les anciennes vignes, pour planter autre chose que de la vigne, c'est pas évident du tout. Et donc là, il n'y avait pas d'eau. En fait, j'ai réussi à acheter des terrains dont personne ne voulait. Parce qu'il n'y avait pas de terre, pas d'eau, c'était que des rochers et des cailloux. Et donc, comme personne n'en voulait, ils étaient moins chers, forcément. Donc, je me suis mis à cultiver les légumes là-dedans. Au début, tout le monde m'a pris pour un fou, mais ça a marché. J'avais des super récoltes. J'ai même fourni, à une époque, des autres maraîchers qui faisaient les marchés et qui n'avaient plus de production. Et en fait, tout ça sans eau. Donc du coup, il y a plein de gens, des journalistes et puis des chercheurs de l'INRA et tout ça, qui sont venus voir ce que c'était que ça. Et bon, forcément, ils ont constaté, que c'était bien réel et que ça marchait. Et puis on a développé ça, et puis ma femme, Rachel, il y a 15 ans à peu près, a décidé qu'on vende les semences nous-mêmes, parce qu'en fait, on fournissait quelques petits semenciers en bio, mais on faisait ça à perte. Parce que pendant 40 ans, en fait, on peut dire que j'ai fait de la recherche, mais à perte. Et pendant l'hiver, je faisais du bois de chauffage en éclaircissant un peu les bois où il y avait des châtaigniers, parce qu'il y avait plein d'anciennes châtaigneraies, et qui étaient étouffées un peu par des chênes. Alors j'enlevais un peu des chênes autour des châtaigniers pour que les châtaigniers reprennent, parce qu'autrement ils crèvent au bout d'un moment. Ce qui fait que... Et sinon, dans le coin là-bas, à côté de l'Odève, si on laisse faire, c'est les chênes qui prennent le dessus, et il n'y a plus que des forêts de 100% de chênes, ou 99,8% de chênes, quoi. Parce que de temps en temps, il y a un merisier, de temps en temps, il y a un érable de Montpellier, mais c'est tout. Donc, comme on n'est quand même pas des sangliers pour manger que des glands, hein, voilà, je préfère les châtaignes, moi, personnellement. Et d'ailleurs, après, j'ai aussi constaté, parce que à proximité des arbres, mais bon, ça dépend tout à fait des endroits, parce que, par exemple, comment il s'appelle, Cédric, qui était là, hein, il a montré des images où il y avait des arbres, et où la végétation, les plantes poussaient mieux à côté. Alors, on a maintenant des terrains en haut de la montagne, à 850 mètres d'altitude, et là, c'est vrai que... Mais bon, le sol n'est pas pareil. C'est des rochers calcaires avec de la cendre de volcan par-dessus. Et là, c'est vrai qu'à proximité des arbres, que ce soit des frênes, des érables c'est principalement ça, aussi bien l'herbe des prés que les légumes quand on en plante, ils poussent mieux et restent plus verts, et il y a plus de végétation qu'en plein soleil, loin des arbres. Donc, dans un sens, on peut dire que c'est vrai.
Mais dans l'autre sens, à Olmet et Vilquin, là, entre l'Odève et le Pouèche, et bien là, il n'y a que auprès des châtaigniers qu'on peut cultiver des légumes et que la végétation pousse bien. Parce qu'on avait par exemple un champ qui fait 80 mètres de long, comme ça. D'un côté, la forêt de châtaigniers, de l'autre côté, une forêt de chênes. Et on plantait des rangées de courgettes, par exemple. Et bien jusqu'au milieu du champ, les courgettes, sans mettre une goutte d'eau, hein, elles poussaient bien, elles donnaient des super courgettes et tout. Et jusqu'au châtaignier. Impeccable, tout poussait bien. Et après, l'autre moitié, de plus on s'approchait chez des chênes, plus ça faisait comme les Dalton, de plus en plus petites, et au bout, les plantes ne mouraient pas, mais elles ne donnaient rien. Et minuscules comme ça, quoi. Et donc, voilà, ce qui est vrai à des endroits n'est pas toujours vrai partout, quoi. Et en tout cas, là, sur ces terrains-là, il n'y a que auprès des châtaigniers. Donc du coup, maintenant, je replante des châtaigniers, même dans les champs, parce que ça va bien avec les cultures de légumes et tout ça. Et puis bon, la façon de cultiver aussi, principalement, je coupe les branches en bordure des bois, des chemins et tout ça, et on fait du BRF avec, que je composte, enfin je m'en sers de paillage. On s'en sert de paillage dans la bergerie. Et du coup, après, on le composte un peu, et on le remet dedans, mais en tout, on met 150 tonnes par hectare de compost de BRF. C'est à 80%, c'est du bois. Alors, ça ne fait pas pousser les plantes, sur le coup, parce que ça ne fait pas de soif d'azote non plus, parce que si on met que du BRF, ça fait une soif d'azote pendant 3 ans, il n'y a plus rien qui pousse. Mais là, ça fait une sorte de fumier qui amène 0 azote ou du BRF qui ne fait pas de soif d'azote. Ça veut dire boire un méal fragmenté. Voilà, c'est des branches broyées, quoi. Ça fait des petits morceaux, il y en a des minuscules et il y en a des comme le petit doigt. Voilà. Mais l'utilité de ça, à mon sens, c'est en fait, des morceaux de bois qui ont commencé à se dégrader, comme dans une forêt naturelle, et bien ça sert de pouponnière au spore des champignons. Voilà. Et quand les plantes, après, se connectent au spore des champignons, elles résistent aussi beaucoup mieux aux sécheresses, et puis il y a plein d'avantages, quoi, hein. C'est pour ça que, d'ailleurs, c'est toujours partout dans le monde les forêts naturelles qui produisent le plus de biomasse à l'hectare, comparé avec le même sol aux plantes cultivées qui produisent le plus. Et pourtant, on n'y a pas mis d'irrigation, on n'y a pas mis d'engrais, rien. Et pas fait de sélection sur les plantations, parce que je parle de forêt naturelle, hein, pas des plantations de clones de quelque chose, ou de cèdre, ou de Douglas, ou je ne sais pas quoi. Voilà. Donc, ce qu'on fait surtout, c'est donc on cultive une dizaine d'hectares de légumes. Et bon, on a un tout petit peu d'eau pour arriver à arroser au moins une fois quand on les plante, parce qu'il faut que la terre adhère aux racines. Mais après, on n'a pas du tout de quoi arroser. En gros, on a un petit tuyau de 15 avec entre 1 bar et 0,2 bar de pression. Et du coup, on arrive des fois à arroser une fois dans toute la saison d'été, une fois à peu près 1 hectare. Mais on en cultive 10. Donc du coup, le reste, il ne voit jamais une goutte d'eau. Mais en fait, ça marche très bien. En fait, ce qu'on arrose une fois, c'est ce qu'on a planté trop tard, comme maintenant, le 28 juin ou début juillet. Parce que quand on plante 10 hectares à 2 ou 3, ça met longtemps, quoi. Voilà. Mais là, je vois les photos là, mais je ne sais pas du tout comment on peut faire pour... C'est des vidéos. Oui. Vous voulez en lancer une, laquelle? On peut commencer par la première, là. Ok. Attends, oui. Qu'est-ce qu'on a? Je pense que... Oh, c'est peut-être pas la première, ça. Là, c'est là? Ça? Oui. Alors, attendez, hein. Attendez, je m'en pose. Je vais la mettre sur l'écran.
Bon, je vais regarder ce que... Ah. Attends, parce que, Il y a du le son coup, normalement. ben, le son, en fait, on l'a filmé hier Ah. et le micro s'est cassé. Donc du coup, il n'y a pas de son. Oui, donc, ah oui, là je voulais montrer quand même un truc aussi. C'est qu'en fait ça c'est des tomates Cherokee. Ça c'est des tomates Cherokee qu'on a plantées après les dernières pluies, là, début juin. Et comme on peut le voir, eh ben, elles ne souffrent pas du tout de la chaleur, ni de la soif, ni rien. Et il n'a jamais replu dessus. Il n'a jamais replu dessus. Et on n'a jamais arrosé. Une autre. Ouais. Attendez. Là, sinon, en arrière-plan, là, ce qu'on voit, c'est des semences de radis noirs qu'on va bientôt récolter. Et puis, il y a quelques oliviers aussi, mais qui sont issus de... Hein? C'est là. Bah, si tu veux. Oui. Alors, mais là, le problème, c'est que j'arrive pas à voir moi-même. Ah, C'est trop près, là. Elle est là sur la scène. Voilà. Alors, où on est là? Hein? Oui, ben, je sais pas, je vois pas bien là. Attends. Oui, ben là en fait, il y a une variété ou deux là qu'on a plantées qui souffrent un peu de la soif, mais parce qu'on les a plantées en fait fin mai, mais il a replu après. Et du coup, quand le sol se retasse, eh ben, il sèche 100 fois plus vite que s'il reste biné. Le seul truc qui craint vraiment pas la sécheresse, c'est que c'est là les laitues. C'est en fait des plantes les plus résistantes à la sécheresse, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Et à côté, là, de l'autre côté, il y a des haricots. Les haricots, ça a été en fait les plantes les plus difficiles à adapter aux canicules et à la sécheresse, parce qu'ils font un peu comme des arbres dans le nord de la France, quand il y a des canicules qui meurent d'embolie. En fait, d'un seul coup, ce qu'on peut appeler leur vaisseau sanguin pète et ils meurent quand il n'y a pas assez d'eau et qu'il fait trop chaud. Mais là, ils résistent bien quand même. Ça, c'est des aubergines. C'est pareil, on les a plantées, il n'a jamais plu, on les a jamais arrosées. Et comme on peut voir, elles poussent vraiment bien. Et pourtant, ça fait un mois qu'il n'a pas plu et qu'on les a plantées. Voilà. Et qu'il fait très chaud, hein, entre 33 et 39 degrés, quoi. Ah oui, là c'était pour montrer autre chose, parce que là, le bas du champ, en fait, c'est que juste quand il a commencé à s'arrêter de pleuvoir, parce que tout le mois de mai il a plu, et donc ça nous a empêché de planter, tout le mois de mai il a plu, mais le bas du champ il était assez ressué, et du coup la terre elle n'a pas fait elle était assez sèche, quoi. Oui, là je montre que sous ce qui est biné, eh ben, il y a de l'humidité. Ça fait de la condensation dessous, en fait. Quand on bine, l'eau qui est même dans les rochers dessous se remonte, et au lieu de s'évaporer dans le ciel, elle fait de la condensation, et ça rehumidifie le sol, même s'il est complètement sec. Parce que là, bon, je ne pouvais pas le montrer, mais si avec une pelle mécanique à côté, eh ben, on creuse un trou d'1 mètre de profondeur, c'est de la poussière, la terre. Par contre, plus haut, on voit que les plantes ont beaucoup moins bien poussé,
Parce qu'en fait, quand on a voulu, juste au bout de 5-6 jours, voulu planter, après qu'il soit arrêté de pleuvoir, et bien là c'est beaucoup d'argile à cet endroit, et la terre, elle n'était pas assez sèche. Du coup, ça fait des mottes comme quand on laboure, lisse. Et là, du coup, ça stérilise la terre, c'est très mauvais. Pourtant, j'ai mis des quantités de compost avec du bois, et ça fait ça. En fait, il ne faut jamais faire ça. Et bon, on a été un peu forcé, et en plus, je ne l'ai pas vu, parce qu'en haut du champ, ça allait, et en bas aussi. Et en passant le tracteur pour préparer le terrain, eh ben, ça a fait ça. J'étais pas content du tout d'ailleurs, mais bon. Voilà. Et le résultat, en tout cas, expérimentalement, on peut voir que les plantes qui sont là au milieu, là où il y a ça, des mottes comme ça, eh ben, elles ne poussent pas, ou presque pas, quoi, très mal. Et pourtant, là, oui, on avait mis pas mal de compost avec des morceaux de bois, quoi. Hein. Il y en a partout. Tu en mets une autre, ouais. Ben là, c'est aussi intéressant à voir, parce qu'il y a des haricots, bon, ils ne sont pas énormes ni rien, mais bon, ils se portent bien, il y a des haricots dessus, et ce qu'on peut voir, c'est que les kénopodes, là, ce qu'on appelle les mauvaises herbes, eh ben, ils sont tous en train de crever. Ils sont en train de griller, là. Là, on voit bien. Et les haricots, non. Ce qui est, même pour moi, vraiment extraordinaire. Parce que, normalement, c'est le contraire. Hein? Toutes? Oui. Si vous voulez vous remettre là-bas pour finir. Voilà, donc en fait, au fil des années, on a quand même développé des plantes, enfin des semences, qui résistent vraiment à la fois aux canicules, aux chaleurs, à la sécheresse, mais aussi en fait aux excès d'eau et au temps qu'on a normalement en Normandie ou au Nord-Pas-de-Calais. Parce qu'en fait, à la fin de saison, normalement, là où on est à Olmette, eh ben, il y a un peu la saison des pluies. Bon, pendant 3 ans, il n'a pas plu pendant l'hiver. Alors, bon. Mais normalement, toute l'automne, il ne fait que pleuvoir avec des températures en général entre 5 et 25 degrés. Ce qui est l'idéal pour le mildiou, par exemple. Et nous, pour faire les souches de toutes les variétés de tomates, par exemple, on récolte toujours pour nous-mêmes les dernières dans la saison. Parce que, en fait, tout ce qu'une plante apprend dans sa vie, elle le transmet à ses graines. Donc, déjà, plus la plante est vieille, plus elle a appris des choses. Parce que, voilà, quand elle est jeune, elle n'a rien appris. Parce qu'au printemps, on la plante, la terre est humide, il fait bon. Et les premières tomates, ben, voilà, elles n'ont pas appris grand-chose. Par contre, à la fin de l'été, elles ont appris à résister à la sécheresse et aux canicules. Et après, s'il y a des pluies comme la mousson aux Indes, eh ben, elles apprennent à résister aux excès d'eau, aux maladies comme le mildiou et à toutes ces conditions-là. Donc en fait, le résultat, c'est qu'on a des clients qui nous prennent des semences pour aller des maraîchers pour cultiver au Sénégal et des autres dans le Nord-Pas-de-Calais ou en Belgique, et ça marche très bien. Ça peut paraître, il y a des gens qui disent ah, c'est contradictoire, mais non, en fait, c'est pas du tout contradictoire. Voilà. Alors, on vous applaudit. Merci beaucoup pour votre présentation. C'était intéressant de voir qu'on arrive à faire pousser des plantes sans eau. Et merci.